Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Oumar Sarr de retour en prison après son audition avec le doyen des juges. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire qui devrait être statuée dans 15 jours. Évasion à la MAC de Diourbel, Modou Fall alias Boy Guinée a encore réussi à déjouer la vigilance des matons. Nous vous ferons connaître le parcours de ce multirécidiviste. Affaire de la licence 4G, la Sonatel s'explique sur sa décision de ne pas déposer d'offre. Pendant ce temps, le président de l'association des utilisateurs d'éthique apporte son soutien à l'ARTP. Le collectif Non à l'homosexualité charge le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ses membres qui exigent sa démission soutiennent que Maître Sidiki Kaba encourage le phénomène. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Oumar Sarr retourne en prison après son face-à-face avec le doyen des juges. Le coordonnateur du PDS est inculpé pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire Lamine Diack. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Le juge statuera dans 15 jours. Retour sur l'audition d'Oumar Sarr, c'est avec Dissa Prera. Oumar Sarr retourne en prison après son audition au fond devant le juge du premier cabinet d'instruction. Sans révéler le secret de l'instruction, l'un des avocats du coordonnateur du PDS balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre son client. Les chefs d'accusation qui sont retenus à son endroit sont loin d'être fondés. Sont loin d'être fondés. À la suite de l'audition, la défense de Oumar Sarr a introduit une demande d'annulation de la procédure, mais aussi une demande de liberté provisoire. Maître Mody Kenya évoque l'immunité parlementaire et la contradiction entre un délit d'opinion et le flagrant délit. Après l'audition de Oumar Sarr, nous avons déposé une demande de mise en liberté provisoire. Son maintien en détention ne se justifie pas. D'autant plus que nous avons jugé que son arrestation était illégale. Illégale parce que ne pouvait pas intervenir sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. On nous a dit que c'est le flagrant délit. Nous avons déposé d'abord une demande en annulation de la procédure, mais aussi nous venons de déposer une demande pour obtenir la liberté provisoire pour Oumar Sarr. Cette première audition d'Oumar Sarr a mobilisé beaucoup de militants et de responsables du Parti démocratique sénégalais, des militants qui ont fait du bruit au tribunal. Pour rappel, le coordonnateur du PDS est emprisonné pour le délit de faux et usage de faux en écriture privée et de diffusion de fausses nouvelles. Il est arrêté le 19 décembre et est placé sous mandat de dépôt le 21 décembre. Oumar Sarr se représentera devant le juge dans 15 jours. Nous vous le disions en titre, nouvelle évasion pour Modou Fall qui s'enfuit une fois de plus de prison. Le moins que l'on puisse dire est que l'homme est un multirécidiviste. Il arrive à chaque fois à semer la vigilance des matons et surtout Fall revient sur le parcours de ce Scofield sénégalais. Comment parvient-il toujours à prendre la poutre d'escampette? Lui, c'est Baye Modou Fall, alias Boy Guinée, as de l'évasion, 5. À son actif. Le journal Libération l'avait surnommé le Michael Scofield sénégalais. Les gardiens des geôles sénégalaises continuent de parler de lui et de ses prouesses. D'après même certaines sources, il pourrait se transformer en margouillat afin d'échapper à la vigilance des gardiens. Quoi qu'il en soit, les portes du commissariat de la Médina, des Parcelles Assainies, la prison de Diourbel et enfin celle de Rebeuss n'ont pas pu résister à l'assaut du malfrat. Des séries d'évasions spectaculaires comme celle de la bande à Ino,
Sa dernière casse, 42 millions de francs CFA dérobés dans un dépôt de boissons à Dakar. Les limiers parviendront-ils à arrêter le mystérieux Boy Djiné ayant plusieurs tours dans son sac? S'agit-il réellement d'évasion mystique ou disposerait-il de techniques beaucoup plus ingénieuses? Donnons notre langue au chat. Son avocat, Maître Babou, le décrit pourtant comme un homme ayant acquis des biens de manière licite, un homme ayant tout pour être heureux. Qu'est-ce qu'il pousserait donc à agir de la sorte? Et puis parlons des droits de l'enfant. Pour une meilleure coordination des interventions, l'État du Sénégal installe un nouveau projet de loi. Il s'agit de la mise en place de divers mécanismes et programmes pour assurer l'effectivité des droits des enfants. Mamadou Moustapha Sey, directeur des droits humains, revient sur l'importance de se doter d'un cadre de l'enfant. Il est au micro d'Ibou Diouf. Le code de l'enfant est comme une loi d'orientation, une charte en matière de protection de l'enfant. Ce code définit le cadre général de protection des droits de l'enfant. Donc, il dégage des principes, en réalité, qui, s'ils sont mis en œuvre, amélioreront considérablement le vécu de nos enfants. Et différentes innovations sont contenues dans ce code. Pour la première fois, notre législation définit ce qu'il faut entendre par enfant, en disant que l'enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans. Je pense qu'il est bon quand même qu'on sache qui est enfant et qui ne l'est pas. Deuxième innovation majeure, en ce qui concerne l'âge légal pour contracter mariage. Ce code propose que l'âge légal pour contracter mariage en ce qui concerne la fille, la femme, soit porté à 18 ans. Politique à présent, suite à l'annonce du chef de l'État Macky Sall de soumettre par voie référendaire l'option de ramener le mandat présidentiel à 5 ans. Maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, souligne que cette décision correspond à une aspiration profonde du peuple sénégalais, à une demande constitutionnelle qui vient d'être satisfaite. Je vous propose de l'écouter. Que ces réformes annoncées ce soir du 31 décembre et réitéré par le projet soumis et vulgarisé il y a 2 ou 3 jours, correspondent à une aspiration profonde du peuple sénégalais. Je pense que c'était une demande sociale constitutionnelle qui vient d'être satisfaite. Et je prie Dieu qu'avec la même maturité avec laquelle elle a été conçue, que cette réforme voie le jour sous peu, pour le bien des générations futures que vous êtes. Maître El Hadj Diouf jette le discrédit sur le projet de réforme constitutionnelle annoncé par le chef de l'État. Macky Sall viole la Constitution. Si jamais son projet de réforme constitutionnelle passe, le député face à la presse cet après-midi soutient que ce projet met le Sénégal en danger. Nous l'écoutons. Mais Macky Sall, il prête serment devant une constitution de 7 ans. Il n'a pas le droit de faire moins de 7 ans. Il le fait, il viole son serment. Il viole son serment, on le défère devant la justice. Ou demain, moi je prends le pouvoir, je le défère devant la justice. Parce que comme l'a dit Massali, je crois qu'il en a parlé à Thiès, s'il le fait, on peut le poursuivre pour haute trahison. Les gens l'ont élu pour 7 ans. Parce qu'il y a un peu de poussée socialiste et AFP, etc., des gens qui sont disqualifiés, des assisards. Et il dit non, moi je respecte ma parole et sa parole. Si sa parole viole la loi, les Sénégalais vont lui demander d'exécuter une parole qui viole la loi. La parole de Macky Sall viole la constitution sénégalaise. Mais Wade n'avait pas violé la constitution. Wade voulait seulement changer la constitution pour avoir un ticket présidentiel et avoir 25% pour passer au premier tour. Les Sénégalais ont dit non. Mais il n'a pas violé la Constitution. Et puis conférence de presse du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République qui félicite le chef de l'État et compte l'appuyer sur son projet de réforme constitutionnelle. Ces cadres apéristes soutiennent que ce projet de réforme est un acte historique. Leur réaction est plus avec Chertidiane Dione.
L'élément n'est pas encore en place, Léa. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Nous parlons de toute autre chose à faire, de la licence 4G. Le président de l'association des utilisateurs des TIC apporte son soutien à la RTP. La RTP qui a décidé de se passer des opérateurs sénégalais pour lancer l'appel d'offres de la 4G aux opérateurs internationaux. L'organe de régulation accuse Orange, Expresso et Tigo d'entente illicite. Écoutons à ce propos M. Ndiagagay, il est au micro de Chérif Dia. Le gouvernement a pris l'option de créer un marché concurrentiel de la téléphonie mobile au Sénégal. Bien que nous ayons 3 opérateurs, il n'y a aucune concurrence entre ces opérateurs. Sur les tarifs à la seconde de la téléphonie mobile, ils ont exactement les mêmes prix. Si vous allez en fait sur la connexion Internet, ils ont exactement les mêmes prix. Et pourtant, cette pratique qui est de ne pas faire de concurrence entre eux, une entente illicite, est condamnée par le Code des télécommunications en article 62. Et malgré cela, ils n'ont jamais été sanctionnés. Deuxièmement, les autorités ont l'habitude de leur donner des licences à des prix très bas. Cause pour laquelle, au moment où la RTP a dit ce qui se passait hier, c'est révolu, ça ne va plus se passer. Maintenant, vous devez payer un prix juste, équitable pour ces licences-là. Ils ont fait de la résistance, ils n'ont pas voulu. Certes, ils ont le droit de dire nous n'achetons pas au prix que vous savez. Mais la manière dont ils l'ont fait, en violant le code des marchés, en violant la procédure, est totalement illégale. En fait, les mesures prises par la RTP, nous saluons la bonne volonté de la RTP de sauvegarder cette ressource qu'est la licence 4G au bénéfice des Sénégalais. Déjà, la RTP dit se réserve le droit de prendre des sanctions contre ces opérateurs, ensuite de se tourner vers le marché international pour avoir un opérateur puissant de classe mondiale qui vienne bousculer en fait ces opérateurs qui sont dans le marché sénégalais. Nous pensons que c'est une excellente attitude, une bonne initiative et nous soutenons la RTP dans ça. Et puis ce communiqué de presse de la société de téléphonie Sonatel qui déclare ne pas avoir déposé de candidature pour l'appel public à candidature pour l'attribution de fréquences 4G, un appel lancé par la RTP et dont la date limite de dépôt était fixée au lundi 18 janvier 2016. Selon la société Sonatel, les conditions posées par la RTP ne lui permettent pas de créer de la valeur pour l'entreprise et l'ensemble des parties prenantes. D'après la Sonatel, le prix total des licences 4G au Sénégal devrait tourner autour de 14,5 milliards de francs CFA, un chiffre qui prend exemple sur le Maroc où le prix des licences 4G avait été fixé à 30 milliards de francs CFA. Même si elle n'a pas postulé auprès de la RTP, la Sonatel a cependant réaffirmé son intérêt pour la technologie 4G et sa volonté de la développer au Sénégal. Et puis, nous allons suivre la conférence de presse du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République, l'APR, qui se félicite du projet du chef de l'État, ce projet de réforme constitutionnelle. Les apéristes, donc, pensent que ces réformes sont un acte historique. Compte rendu de cette conférence de presse signée Chartiyan Dion. Le projet de réforme constitutionnelle portant sur 15 points annoncé par le président de la République est synonyme de vitalité des règles de droit d'après les membres du secrétariat exécutif de l'APR. Ces innovations constitutionnelles visent à améliorer, à renforcer la démocratie et à instaurer l'équilibre national, disent-ils. Par ces propositions innovantes, le président Macky Sall honore notre Constitution, qui retrouve ses couleurs et davantage de lustre pour intégrer le cercle des constitutions modernes et celui des démocraties majeures et modèles. Jamais le président Macky Sall n'a varié sur cette position. Mieux, il a respecté les mécanismes, instruments et procédures impersonnelles prévus par l'État de droit en saisissant les institutions conformément aux dispositions constitutionnelles. Nous soutenons le président de la République, nous saluons son courage, nous le soutenons dans ses efforts d'approfondissement de la démocratie sénégalaise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et il est important que cela soit porté à l'attention de notre peuple. Une proposition qui suscite beaucoup de commentaires pour certains alliés responsables de la mouvance présidentielle. Mais M. Jean-Paul Diaz est un homme politique majeur de l'espace politique. Il a son propre parti, il appartient à une coalition. Mais il a le droit et même le devoir de se prononcer sur une question politique fondamentale qui agite l'espace politique sénégalais. Donc, nous n'avons pas à nous prononcer sur le point de vue de Jean-Paul Diaz. C'est un point de vue souverain de parti souverain
nous, à notre tour, en tant que parti souverain, nous nous prononcerons sur la base des modalités tantôt décrites relativement à notre point de vue. Aux yeux de ces membres du secrétariat exécutif, cette initiative du président de la République prouve que le Sénégal est une démocratie mature. Je vous le disais également, sommaire, le collectif Non à l'homosexualité voit le jour. Ils sont 17 mouvements et associations de la société civile à s'unir pour barrer la route au phénomène. Ils exigent également la démission du ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui selon eux soutient les homosexuels. Les membres de ce nouveau collectif comptent également porter plainte contre 11 supposés homosexuels de Kaolack et demandent la révision de la loi portant sur les actes contre nature. Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. 17 mouvements et associations composent le collectif Non à l'homosexualité. Ses membres estiment que ce phénomène prend des proportions inquiétantes au Sénégal. L'homosexualité est devenue une menace pour toute la société sénégalaise. C'est la raison pour laquelle cette action vise à exiger des mesures concrètes de la part des autorités politiques, notamment la démission du ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, qui est connu pour son militantisme actif en faveur des homosexuels, aussi au niveau national qu'au niveau international. Nous ne méritons pas un ministre défenseur, patenté, officiel de l'homosexualité. Donc on n'en a pas après M. Sidiki Kaba. L'affaire des 11 présumés homosexuels de Kaolack, la nouvelle tendance des jeunes à la mode sac à main, entre autres faits qui inquiètent. Le collectif exige la révision de la loi portant sur les actes contre nature. Nous savons que c'est des jeunes minoritaires dans leurs actes, mais qui sont soutenus, qui sont financés pour détruire ce que le Sénégal a de plus cher. Ce sont les valeurs culturelles, morales et religieuses. Il se trouve également que les lois concernant les déviances morales au Sénégal ne sont pas précises et qu'elles sont sujettes à interprétations diverses et même perverses. Ce qui nous pousse en tant que collectif, regroupant, comme je l'ai dit, des associations religieuses, patriotiques et citoyennes, à demander la révision de ces lois-là. Universitaires, imams et rappeurs sont déterminés dans ce combat. Un rassemblement est même prévu ce vendredi à la place de l'Obélisque. C'est une bagarre de l'Occident dans son agenda pour détruire et soumettre nos sociétés. L'Occident pense qu'il faut leur apprendre la drogue ou en faire des gourdigènes. Donc nous devons protéger les nôtres. Pour la manifestation, nous allons passer par les voies normales et juridiques pour faire valoir nos droits. Le collectif Non à l'homosexualité annonce une plainte contre les 11 présumés homosexuels de Kaolack arrêtés puis relaxés. Et puis les agents du centre Talibou Dabo affiliés au SUTSAS décrètent 24 heures de grève, à l'origine la non-prise en charge sociale et médicale de certains d'entre eux. Ils déplorent également le manque de médecins rééducateurs pour les enfants handicapés. Pour remédier au problème, les agents du centre Talibou Dabo ont rencontré leur directeur général. Plus d'explications avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ces agents font partie du personnel du centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Depuis 24 heures, ils sont en grève. Motif, une absence de prise en charge sociale pour certains d'entre eux. La majorité du personnel n'a pas de prise en charge médicale, n'a pas de prise en charge sociale, ni une cotisation à l'IPRES. Donc, c'est à cause de ça qu'on a interpellé les autorités depuis Belle Lurette pour qu'ils puissent régler le problème du centre Talibou Dabo une bonne fois pour toutes. Talibou Dabo, un centre qui accueille des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine. Seul bémol, le centre ne dispose plus de médecins rééducateurs pour un bon suivi médical des enfants. Même si nous La loi d'orientation sociale destinée aux personnes en situation de handicap est votée à l'Assemblée nationale. Mais les enfants qui sont ici à Talibou Dabo peinent à disposer de la carte d'égalité des chances. Les parents sont obligés d'aller dans des structures telles que Gaspard Camara ou Nabil Chouker pour disposer d'un dossier médical. Ce qui pèse sur ce centre, ces agents affiliés au SUTSAS proposent un statut d'établissement public de santé. Nous avons demandé à ce que le centre Talibou Dabo soit un établissement public de santé. Parce que pour avoir une large autonomie de gestion,
De ce fait, le centre Talibou Dabo peut avoir, comme certains succursales, au moins ce qu'on peut dire, des classes, même dans les régions. Mais tout ça sous la tutelle du centre Talibou Dabo. Après une rencontre tenue ce lundi avec le directeur général de la santé, le personnel garde espoir. Il espère que dans les jours à venir, leurs différentes revendications sociales seront réglées. Diassing, c'est dans la région de Sédhiou. Cette localité qui compte 60 000 habitants réclame un centre de santé et une ambulance. L'état de dégradation de la route reliant à la capitale régionale de Sédhiou rend pratiquement impossible les évacuations des malades. Plus d'explications avec Bakary Conté. Le Diassi, 4 communes pour une population de plus de 60 000 habitants, réclament un centre de santé. L'érection du poste de santé de Marsassoum en centre de santé, je pense que qui aujourd'hui, je pense, est une urgence pour relever le plateau médical, en tout cas au niveau du Diassing. Parce qu'au niveau de tout le Diassing, une population de plus de 60 000 habitants, nous avons 4 collectivités locales. Nous n'avons que des postes de santé. Au niveau de Marsassoum, nous avons comme poste de santé un infirmier et une sage-femme. Je l'avais dit. Aujourd'hui, je pense que Marsassoum mérite d'avoir un centre de santé. Je pense que Madame le ministre a compris le message. Déjà, nous savons qu'elle a commencé les démarches. Les populations de cette partie du département de Sédhiou demandent aussi une ambulance pour assurer les évacuations sanitaires. L'ambulance, c'est également une urgence au niveau de Marsassoum. Nous sommes dans une zone pour l'instant qui est très enclavée. Marsassoum à Sédhiou, nous le savons tous, l'état de la route n'est pas du tout praticable. Si nous avons aujourd'hui des malades pour les acheminer au niveau de Sédhiou, le problème de transport, le problème d'évacuation pose effectivement problème. Je pense qu'il urge qu'on puisse doter Marsassoum d'une ambulance. Le maire de Marsassoum, Séni Mandian, s'exprimait lors d'une cérémonie de remise de médicaments par l'association Sambou, Païs et Idema, d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Et puis l'association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en conclave à Dakar pour les besoins de sa 4e Assemblée générale. L'occasion pour ces médiateurs d'aborder des sujets d'actualité tels que le terrorisme dans la sous-région. Le compte-rendu de cette Assemblée générale avec Ibou Diouf et Moudou Diop. Ils veulent apporter leur contribution à la recherche de la paix et de la stabilité dans l'espace UEMOA. L'association des médiateurs des pays membres de l'unité économique et monétaire ouest-africaine se retrouve à Dakar et c'est à l'occasion de leur 4e Assemblée générale. Les médiateurs de l'espace UEMOA représentent à travers leur association un instrument précieux qu'il y a lieu de mettre à contribution pour que règne la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. En quête d'indépendance, je ne pense pas. Nous sommes tous des citoyens soumis à la règle de droit. Nous ne pouvons pas nous échapper aux lois que nous avons fait voter par nos parlements et à la Constitution qui est la mère des rois. Nous sommes tous assujettis à cet esprit, étant entendu que ceux-là qui en sont dépositaires aux différents niveaux, exécutif, parlementaire, législatif, sachent rendre compte et comprennent une fois pour toutes qu'ils ne tiennent leur fonction, qu'ils ne tiennent leur suprématie que parce que la loi leur a conféré. Et ensemble, bien entendu, si nous avons réfléchi au préalable, la route sera balisée et nous serons ensemble plus efficaces. Mais en tout état de cause, c'est une problématique à laquelle je crois nous ne pourrons pas échapper plus longtemps. Le thème est bien choisi. Les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA veulent œuvrer pour l'avènement d'un climat apaisé et durable dans l'espace sous-régional. Pour y arriver, l'action du médiateur peut être déterminante. Celui-là qui est à équidistance de toutes les forces, de quelque ordre qu'elles soient. Celui-là qui ne met sur ses épaules en sacerdoce que le bien commun. Le succès du service public, la place du citoyen au centre de ce qui fait l'objectif de l'administration au sens large. L'association des médiateurs de l'espace UEMOA se retrouve au moment où une partie de la sous-région est secouée par des attaques terroristes. Un autre point de discussion après l'amélioration des relations des citoyens avec leur administration.
Et puis ces propos du ministre de l'Enseignement supérieur, selon lui, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, plus d'ingénieurs agronomes doivent être formés. Marita Ounian qui présidait la cérémonie de remise de diplôme aux ingénieurs sortant de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès estime que le Sénégal a connu un retard dans le secteur de l'agriculture. Chiranta Diop, c'est la tire. Ils sont tout heureux, ces étudiants de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Après 5 ans de formation, c'est enfin le jour de la consécration. Occasion saisie par le ministre de l'Enseignement supérieur pour exhorter les responsables de cette école à aller de l'avant. La montée en puissance est vitale pour l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès si elle veut jouer un rôle fondamental dans la modernisation du secteur de l'agriculture. Je lance un appel aux nouveaux ingénieurs diplômés ainsi qu'aux élèves ingénieurs futurs agronomes pour qu'ils s'engagent à être aux avant-postes du combat de l'autosuffisance alimentaire en s'appropriant les nombreuses initiatives du chef de l'État en la matière. Et votre implication pourrait servir de levier d'entraînement à toute la jeunesse sénégalaise pour un retour vers la terre. Beaucoup d'innovations vont s'opérer dans la formation des ingénieurs agronomes et que l'enseignement supérieur doit aussi répondre aux besoins de l'économie en ressources humaines et en produits de la recherche. J'exhorte l'ENSA à mettre en œuvre son plan stratégique quinquennal 2015-2019 en continuant la formation d'ingénieurs agronomes tout en diversifiant ses filières, pour prendre en compte l'évolution de la demande en quantité et en qualité d'un marché de plus en plus exigeant. À cet égard, je voudrais insister particulièrement sur la nécessité d'accorder une grande attention à l'insertion et à l'employabilité des diplômés. 120 ingénieurs agronomes ont reçu leur parchemin. Il s'agit des 25e, 26e, 27e, 28e et 29e promotions de l'ENSA. Économie, malgré de bons résultats dans le dernier classement Doing Business, le Sénégal a encore des progrès à faire. Le Sénégal doit mieux communiquer sur les mesures adoptées, terminer également les réformes engagées et entamer de nouvelles mesures. Écoutons à ce propos les explications du ministre Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion de l'Investissement. Il est interrogé par Dissa Prera et Mardia. Et nous avons travaillé sur 3 axes. Sur les mesures qui ont été réalisées qui ne sont pas suffisamment bien connues, autour desquelles nous devrons continuer à communiquer. C'est par exemple sur la télédéclaration de certaines taxes comme la TVA, par exemple. Il y a les mesures que nous avons entamées, que nous n'avons pas finalisées, qui sont encore en cours. Par exemple, également, la mise en ligne des informations sur le livre foncier, donc tout ce qui concerne la conservation foncière. Et il y a bien entendu de nouvelles mesures à mettre en œuvre, par exemple le paiement, le télépaiement de certaines taxes, des mesures qu'il faut évidemment mettre en œuvre, toutes choses qui nous ont conduites à une liste de 34. Et l'exercice aujourd'hui, c'était de faire en sorte que les propositions qui ont été soumises à M. le Premier ministre soient validées. Sur un ton plus léger, Un amour au fond de l'océan, c'est le nouvel ouvrage de Samba Oumar Fall. Dans cette œuvre, l'auteur essaie d'aborder certaines problématiques qui touchent la société comme la folie et la mort. Aïssatou Païfal et Ibou Sissé nous en disent davantage. Un amour au fond de l'océan, un amour de livre. À travers les écrits de Samba Fall, la mort trouve toujours sa place. L'auteur touche ainsi à plusieurs thèmes, toujours enfouis dans les mémoires. La finalité de la vie, c'est la mort. Beaucoup d'écrivains ont approché ce thème qu'on essaie toujours d'oublier dans notre vie quotidienne. Mais la mort ne nous oublie jamais. Qu'elle soit belle, rapide ou lente, clémente ou impitoyable, la mort est toujours là. La crise en Casamance dure maintenant depuis 3 décennies. Le bateau de Diola
qui est survenu il y a plus d'une décennie sont toujours d'actualité. Je voulais à travers ces deux thèmes lancer un appel pour que les populations sénégalaises n'oublient pas ces naufrages et changent de comportement, parce que ces deux comportements nous ont coûté très cher. Texte pertinent pour ce professeur de lettres. Avec un style qui lui est propre, il sait nous décrire certains événements marquants à travers fiction et réalité. Il a une manière moderne d'aborder l'écriture. Parmi les critères discriminants de modernité qui nous montrent qu'un texte est moderne, il y a les thèmes qu'il a abordés. Samba Fall pose les questions en même temps qu'il donne les réponses. Il est placé entre le reportage, la chronique et la poésie d'une certaine manière. C'est pourquoi ce texte-là est pertinent dans la mesure où il prend en charge les préoccupations de tous les Sénégalais à un moment tragique de leur histoire. C'est un texte qui nous parle de l'amour très certainement, mais qui nous parle de la mort parce que les deux thèmes sont jumelés. Il les a portés jusque dans le naufrage d'une certaine manière. L'amour, la folie, la crise en Casamance, le naufrage du Joola, autant de thématiques soulevées, la mort omniprésente dans son voyage au fond de l'océan, car comme le disait Churchill, la mort et la douleur seront toujours nos compagnons de voyage. Et c'est sur cette note de littérature que se referme cette édition. Merci Léa. Merci à toi, Chartidiane.